En 73, j'avais 30 ans. Et je vivais de ma peinture. Je vivais simplement, comme je vis d'ailleurs encore maintenant simplement. Mais je payais mon loyer, j'avais une voiture, au gaz, électricité, téléphone, nourriture, sans problème. Et en 73 est arrivé le crash pétrolier, qui était vraiment une situation économique terrible. À l'époque, par exemple, c'était tous les dimanches sans voiture, et pas pour des raisons écolo, c'était pour des raisons serrées ceinture. Bon. Alors moi, j'avais évidemment, du jour au lendemain, mon outil de production qui était mort, et c'était très décevant parce que j'avais pas encore des commandes, mais j'avais quand même des contacts avec des bureaux d'architectes. J'avais fait des esquisses pour des halls d'immeubles, et puis j'ai contacté ces architectes en disant, écoutez, voilà, il n'y a plus rien qui pourra se passer, puisque, voilà, l'émaillerie a fait faillite, et il y avait d'ailleurs que cette émaillerie-là, qui était vraiment une grosse usine très, 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 très professionnelle. Ce qui fait que moi, ça m'a fait un coup énorme parce que la raison était extérieure à moi-même. Si c'était à cause de moi que j'étais dans l'ennui, ben, je n'avais qu'à m'en prendre à moi-même, mais là, c'était extérieur. Et ça a été pour moi très dur et même assez déprimant de me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Fréquentant un petit bar, j'ai dû trouver autre chose pour gagner ma vie. Et c'est comme ça que, tenu par un de mes amis que je connaissais de mes études secondaires, qui était un petit bar tout à fait privé et qui était fréquenté par les gens du spectacle, théâtre, cinéma, musique, chansons françaises, musique classique, ballet, c'était la grande époque du ballet de Béjart à Bruxelles. Ben, j'apprends qu'un beau jour, il a besoin d'un barman, que son barman le quitte, et je vais le voir, je lui dis, ben voilà, écoute, moi je connais pas le métier, j'ai besoin d'argent, toi tu as besoin d'un barman, on va essayer. Donc c'était pas moi qui avais commencé ce bar, c'était Jean-Pierre Finotto. Et Jean-Pierre avait appelé ça le cafeconce, c'est-à-dire c'était la nostalgie du café-concert du fin 19e à Paris, hein, où il y avait des chanteurs, des chanteuses de l'époque comme Fréhel, Damia, etc. Enfin, j'ai pas connu cette époque, évidemment, mais je connais cette musique. Donc j'ai fait ça, j'ai dû apprendre sur le tas, parce que c'est un vrai métier, hein, franchement. C'était tout petit, hein, comme local, ça faisait peut-être 5 mètres sur 6 ou quelque chose comme ça. Et il fallait connaître. Du coup, évidemment, il n'y avait pas de touristes. Je me disais, bon, ben, je vais faire ça 15 jours, parce que je croyais que j'allais pouvoir me remettre quand même de vivre de mon art. Et puis finalement, après 6 mois, il m'a dit, écoute, je voudrais que tu deviennes mon associé. Et je suis resté, enfin, jusqu'à la fermeture, jusqu'au moment où on en a eu marre. Lui, il s'est dirigé vers autre chose. Et ça a duré 7-8 ans. Donc, les gens qui étaient de passage par Bruxelles, pour le théâtre ou pour le cinéma ou pour la musique, eh ben, ils passaient par ce bar. J'ai eu des célébrités, évidemment. Par exemple, dans la musique classique, j'ai eu 2 grands pianistes russes qui étaient venus en Belgique pour le concours Anne-Elisabeth et qui n'étaient évidemment pas retournés en Russie et qui avaient eu le premier prix. L'un, c'est Valérie Afanasiev, l'autre, c'est Yuri Egorov. J'ai connu Catherine Lara, Morane, au cinéma, par exemple, Annie Dupéret, quand elle venait jouer à Bruxelles, elle passait là. Gérard Depardieu, Andrea Ferréol,
Et j'ai eu pendant quelques jours un des grands top modèles de l'époque qui était Bianca Jagger, qui était une très belle femme évidemment, qui était vraiment le top modèle de l'époque et qui tournait dans un film mis en scène, scénario François Weyergans. Et François Weyergans, je le connaissais comme client. Et c'est comme ça que Bianca, pendant tout le temps du tournage à Bruxelles, elle était tous les soirs dans mon bar. Et comme elle ne connaissait personne, elle s'asseyait juste dans le coin du bar devant moi. Et puis elle me disait, Jacques, une petite bouteille de champagne, un ou deux, une petite veuve Clicquot. Allez, bon, ok, Bianca, si tu veux. Superstar, hein? Et puis, certains jours que y avait un monde fou, que donc mes verres s'accumulaient sur les gouttoirs, il y a Bianca qui s'ennuyait, elle buvait juste son verre de champagne, elle me dit, Jacques, je vais faire ta vaisselle. Je dis, mais enfin Bianca, tu n'y penses pas. Et elle est passée derrière le bar, mais plus d'une fois. Par après, des années plus tard, il y a certains de mes clients avec qui j'étais ami qui m'ont dit « Est-ce que tu te souviens d'avoir vu Bianca Jagger derrière ton bar faire la vaisselle ?» Oui, bon. Pendant cette période où elle tournait à Bruxelles, un beau soir, il était 3 heures du matin, il était tôt, je veux dire que je n'avais plus de clients, et arrive François Weyergans, dont je connaissais, c'était l'hiver. Accompagné d'un gars que je ne connaissais pas, et il s'était complètement emmitouflé. Et puis, il y a François qui me demande, la personne qui l'accompagne ne dit pas un mot, mais François Weyergans me dit, est-ce qu'on peut prendre un verre, est-ce qu'on peut regarder? Je dis non, François, je suis fatigué, je dois encore aller voir Jean-Pierre, mon associé, pour faire des comptes. Non. Il insiste, moi, au plus on insiste, au plus c'est non. Bon, donc les deux cocos, là, ils rebroussent chemin. Le lendemain, qui c'est qui se pointe à mon bar? Bianca Jagger. Jacques, tu n'as pas laissé rentrer mon mari. C'était Mick Jagger. Je crois que s'il y a bien au monde un seul endroit où Mick Jagger a été refusé, c'était le bar que je tenais avec Jean-Pierre qui s'appelait le Cafcons. Voilà. Je regrette, hein. Bon, moi j'étais beaucoup plus Jean-Sébastien Bach que Mick Jagger, c'est vrai. Bon, je suis toujours pas très Rolling Stones, mais ce sont des artistes intéressants. Moi, j'étais plus Vivaldi, l'opéra, Verdi, Puccini, et le jazz aussi. À l'époque, j'ai fait connaître à mes clients le concert de Cologne de Keith Jarrett. Personne ne connaissait ça. Le nombre de fois que mes clients m'ont demandé de passer ce disque, c'est incroyable. Et beaucoup l'ont acheté. Je crois que Keith Jarrett a vendu plus de concerts de Cologne à Bruxelles que dans d'autres villes du monde. Enfin bon, c'est moi qui choisissais la musique, je la concoctais moi-même. Chez moi, avant de venir, j'amenais une série de disques et puis selon mon inspiration, je mettais ça. Je faisais écouter aussi beaucoup Maria Callas, etc. J'ai fait aussi connaître une très belle version du Stabat Mater de Vivaldi avec James Bowman contre-ténor. Avant de venir à mon bar, je faisais dans ma discothèque, je choisissais des disques, d'une part, et d'autre part, j'avais également un lecteur de cassettes, et les cassettes, je les concoctais aussi l'après-midi. Selon mon inspiration, selon les gens qui étaient là, eh bien, je passais un disque ou une cassette. Évidemment, quand j'avais beaucoup de monde et que je n'avais pas beaucoup le temps de changer le disque, je mettais la cassette. Le style de musique, c'était vraiment très mélangé. Et j'aimais bien surprendre les gens et aussi leur
faire découvrir certaines choses. Comme je disais, le concert de Cologne de Keith Jarrett. Donc je pouvais passer d'un air chanté par Maria Callas à un air de jazz, à Edith Piaf, La Foule par exemple, ou à Jean-Sébastien Bach, Concerto pour clavecin. Enfin bon, c'était tout le temps une espèce de rupture. D'ailleurs, ça m'arrivait très souvent que des clients me disent « Jacques, c'est qui, ça c'est quoi ?» et qui prennent note des disques. Avant que je n'y sois, Jean-Pierre mettait de la musique, mais quand moi j'ai commencé à y travailler, comme la musique était ma passion, ça a été plus intéressant. Les gens venaient pour l'ambiance, mais aussi pour l'ambiance humaine, mais en même temps pour la musique. C'était un bar où il y avait un échange amical avec les artistes. Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est que au plus les artistes étaient célèbres, au plus ils étaient simples. Au plus ils étaient dans le bas de l'échelle, par exemple, dans le corps de ballet de chez Béjart, ceux qui étaient vraiment corps de ballet, eh bien, ils marchaient comme des canards pour bien montrer qu'ils étaient danseurs. Et ils portaient des grands sacs pour bien montrer qu'ils avaient tout leur matériel de danse. Par contre, par exemple, le plus célèbre danseur de l'époque, c'était Jorge Don. Jorge Don, quand il venait, il rasait les murs, hein. Il se mettait dans un coin. Il était d'une simplicité et d'une discrétion totale. Voilà. Lui, il était star. Et une vraie star, donc il n'avait pas besoin de le montrer. Enfin bon, pendant toute cette période-là, toutes ces années-là, je peignais évidemment assez peu. J'ai fait quelques peintures, mais assez peu aussi parce que c'était des grandes toiles. J'étais un peu parti dans un style symboliste avec des formes géométriques, mais également j'introduisais un personnage. Et par après, je me suis dit que, dans le fond, c'était une symbolique où le personnage, tout en n'étant pas à mon image, c'était moi. Enfin bon. Et puis le bar s'est fermé en 81. J'ai un de mes amis qui me téléphone et qui me dit « Tiens, Jacques, t'as pas de travail pour le moment ?» Non. Enfin, si, je peignais, mais ça me faisait pas bouffer. Il m'a dit « Écoute, à l'opéra, à l'atelier de construction des décors, ils sont très en retard pour un spectacle. Est-ce que tu peux y aller et tu vas avoir un contrat de 15 jours ?»